Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire de patrimoine nucléaire et climat. Nous avons ce soir le plaisir d'accueillir deux personnalités qui, par leur parcours respectif, incarnent deux visions complémentaires de la politique industrielle française. Monsieur Bernard Accoyer, ancien président de l'Assemblée nationale, médecin de formation et engagé de longue date sur les questions de souveraineté énergétique en créant patrimoine nucléaire et climat. Et monsieur Arnaud Montebourg, ancien ministre du redressement productif, de l'économie et entrepreneur. Messieurs, bonsoir et à nouveau, merci d'être avec nous. Bonsoir et heureux de discuter avec le président Accoyer. Et moi, heureux de discuter avec Arnaud Montebourg. Donc ce soir, notre échange reviendra sur plusieurs, notamment commissions d'enquête parlementaires, rapports de fédération industrielle ou rapports commandés par le gouvernement à des industriels visant à éclaircir les freins à la réindustrialisation, la mère de toutes les batailles. Alors, un mot sur le déroulé. Dans un premier temps, j'adresserai donc une série de questions à chacun de nos invités en alternance. Vous êtes bien sûr libre chacun de rebondir sur la réponse de l'autre. Ensuite, nous passerons aux questions de la boîte à questions qui sont les questions que vous nous avez adressées en amont de ce webinaire. Et enfin, c'est vous qui pourrez interagir avec Arnaud Montebourg et Bernard Accoyer en posant vos questions via le chat et nous les traiterons à la fin du webinaire. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qui, tout d'abord messieurs, dans vos parcours respectifs, fonde votre engagement personnel sur les questions industrielles et énergétiques ? Je suis un enfant de la France rurale et je l'ai connu prospère, très actif, peuplé, et je l'ai vu s'écrouler, s'effondrer dans les petites villes, les sous-préfectures, les villages qui étaient autrefois, j'ai oublié d'employer ce mot, je ne dis pas encore jadis, mais pas très loin, étaient des endroits où on vivait de son travail, et on habitait, on travaillait au pays, comme on dit dans les slogans de l'époque du Larzac, vous voyez. Et donc ça, je l'ai vu s'écrouler comme citoyen, comme adolescent, comme homme, puis comme citoyen, puis comme parlementaire, puis comme ministre, puis aujourd'hui comme entrepreneur. Donc, je suis devenu un militant de la cause de la réindustrialisation il y a maintenant une trentaine d'années. Bernard Accoyer, je me tourne vers vous pour adresser la question. C'est un peu pareil. En observant autour de moi, dans mon territoire, la Haute-Savoie, j'ai acquis la conviction que toute création de richesse, d'emploi, toute notre économie, notre système social découlait d'une production industrielle, production de biens. Et que si on voulait avancer, il fallait poursuivre dans cette voie en innovant, en faisant toujours mieux. Et malheureusement, j'ai constaté qu'on était sur une pente inverse. Et donc, aujourd'hui, en me battant pour retrouver un système énergétique plus compétitif, plus performant, en fait, c'est le combat de la réindustrialisation que nous menons. Bien messieurs, première question. Arnaud Montebourg, je me tourne vers vous. Devant la commission sur les freins à la réindustrialisation en France, vous avez déclaré il y a quelques mois que la France présentait les traits d'une économie en voie de développement. Pouvez-vous nous détailler votre raisonnement pour en arriver à cette conclusion ? Ce constat est-il également réversible selon vous ou la base industrielle française est-elle aujourd'hui trop dégradée ? Qu'en pensez-vous ? Alors, ce n'était pas un raisonnement, c'était une citation, parce que je citais un rapport du commissariat au plan, dont l'honorable signataire n'était autre qu'un certain François Bayrou, qui avait écrit une note et signé, préfacé, une note qui s'intitulait « La bataille du commerce extérieur », dans lequel il signalait que nous importions de plus en plus des biens courants que nous étions capables de produire, que nous pourrions être capables de produire, mais que nous ne faisions pas l'effort de produire. Et donc, que nous étions en situation de nous appauvrir. Et d'ailleurs, si vous voulez un raisonnement en plus d'une citation, il suffit de traverser la France, du Massif central, du Sud-Ouest, vous verrez, tout est à vendre, à louer, les friches industrielles, les friches agricoles se succèdent, car il n'y a pas que les friches industrielles. Il y a les friches agricoles. Il y a 10% de la surface agricole utile qui est aujourd'hui non exploitée. Donc, nous sommes un pays qui est en décroissance, finalement, de l'économie réelle. Et sur les territoires, c'est encore plus flagrant et plus rude à supporter, parce que les usines, quand elles ferment, vous savez, c'est comme les arbres quand ils tombent, avant qu'ils repoussent, il faut des années. Et bien là, ils n'ont même pas repoussé depuis succession des crises qui se sont accumulées. Alors, le commissariat au plan avait pris un exemple. Ils avaient dit c'était l'indice ratatouille. Ils avaient dit voilà, la tomate,
la ratatouille. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dans la ratatouille? Il y a l'oignon, la tomate, le poivron, l'aubergine, et puis là, je suis un courgette peut-être. Un courgette. Voilà. Il dit ratatouille, on apporte 90% de tout ça, et on a pour 1,5 milliard, 2 milliards, je ne sais plus le chiffre, hein, mais c'était énorme! Sur des fruits et légumes qu'on a toujours produits, parce qu'on ne sait plus aujourd'hui produire dans les conditions de la compétition européenne. Donc ça vient d'ailleurs. D'où la bataille du commerce extérieur, c'est quand vous voyez depuis 10 ans où on est finalement le déséquilibre de nos échanges, nous sommes dans une situation où nous sommes dépendants et nous sommes en train de nous appauvrir. Voilà. C'est ça qui est en train de se passer. Donc, nous allons finir en liquette. Donc, il est temps de redresser la barre et d'éveiller les consciences. C'est le sens de ma présence à votre micro, cher ami. Qui dit production, dit énergie et système pour justement produire. Justement, Bernard Accoyer, en tant que fondateur de Patrimoine nucléaire et climat, quel rôle vous attribuez à l'abandon de notre avantage nucléaire dans cette perte de compétitivité ? Ça fait partie d'un abandon très général qui s'inscrit dans une sorte de théorie, d'ailleurs qui a été théorisée par la stratégie de Lisbonne, par cette vision qui voyait la France sans usine, une économie du savoir. Alors, en réalité, l'économie, c'est de la production. Donc il y a eu un contresens qui a été partiellement reconnu par certains, mais malheureusement, la destruction de notre tissu industriel s'est engagée à ce moment-là. Le nucléaire, encore une fois, est le symptôme qui montre cet éloignement des réalités, à commencer par les réalités de la physique, la place de la science dans la décision publique, des techniques dans la décision publique, et une analyse froide de ce qui a toujours été l'histoire de l'homme, c'est-à-dire produire pour produire des richesses, les partager et ainsi manifester une solidarité, une construction sociale stable. C'est cela qui a été remis en cause, qui est remis en cause et qui malheureusement se déroule tel un effondrement progressif qui n'est pas arrêté. Ça continue malheureusement aujourd'hui. Il va falloir un sursaut absolument indispensable, puissant. Encore une fois, ce qui est arrivé au nucléaire, c'est un symptôme, c'est exactement l'échantillon de ce qui est arrivé à tout notre système industriel. Arnaud Montebourg, la même commission d'enquête, il identifie un renoncement politique assumé comme cause structurelle. Le problème est-il d'abord culturel, selon vous, une France qui a dévalorisé l'industrie, ou institutionnel avec un État qui a renoncé à piloter une politique industrielle ? Bon, si vous voulez, on a eu d'abord l'idée que la question productive était accessoire. C'était un peu la tendance qui suit, vous savez. Oh, ça va. Donc les décisions, les préférences collectives, elles sont sociales, elles sont environnementales. On veut ceci, on veut cela, mais les conséquences, on s'en soucie si peu finalement. Et pendant des années, les alternances se sont succédées et finalement le système décisionnel n'a jamais intégré finalement les conséquences sur la structure de notre économie auxquelles conduisaient des décisions successives. Alors, c'est d'abord une méconnaissance liée au fait que, comme disait Pierre Mendès France, l'économie est une discipline dans laquelle les hommes politiques exercent peu. C'est-à-dire qu'en fait, on laisse aux experts. Donc, comme on n'intègre pas les données économiques fondamentales et réelles, je ne parle pas, vous savez, de l'économie financière, les marchés vont réagir ainsi si je prends telle décision, pourrait dire un ministre. En vérité, c'est quelle est la conséquence sur le terrain, les territoires de décisions qu'on prend et qui s'accumulent au fil du temps. Il n'y a jamais vraiment de prise de conscience de tout ça, ni d'analyse. Alors parfois, il y a des sursauts, mais ils ne sont jamais suivis vraiment des faits. Donc on a un problème dans la décision politique de non prise en compte des éléments de l'économie, alors que d'autres pays qui ont un patriotisme économique extrêmement puissant
surveillent ça comme le lait sur le feu, c'est la prunelle de leurs yeux. Si vous tuez la poule aux œufs d'or, est-ce que vous croyez qu'on va continuer à pouvoir financer le modèle social, à financer les services publics, à financer une puissance militaire, des armements de premier rang mondial comme nous en avons la capacité aujourd'hui, être présent dans l'espace comme toutes les puissances mondiales doivent l'être, investir dans les mines pour garantir l'approvisionnement de nos besoins en terres rares et en métaux critiques. Non. Donc ça, si vous voulez, il n'y a pas de discussion politique de haut niveau sur ce sujet-là. Et donc, c'est bien là le problème. Donc, il nous manque cette dimension-là, et c'est une des raisons pour lesquelles je continue toujours, en étant ainsi redevenu un citoyen ordinaire, revenu à la vie entrepreneuriale, à m'exprimer sur le sujet. Et le nucléaire est-il cette poule aux œufs d'or ? Le nucléaire, c'est un avantage compétitif extraordinaire que nous devons aux générations politiques antérieures, les enfants du gaullisme et le gaullisme lui-même, qui nous a permis de mettre à l'abri la nation sur le prix de l'électricité, d'obtenir une électricité abondante pour les entreprises, les ménages. Nous avons décidé par des décisions européennes complètement délirantes de nous mettre sur un marché européen qui a choisi comme système de formation du prix de l'électricité le gaz et non pas le nucléaire, en conséquence de quoi, lorsque la crise fut venue, nous avons été en situation de vulnérabilité maximale. Et par ailleurs, nous avons nous-mêmes pris des décisions. Alors ça, les décisions que la France a acceptées de l'Union européenne, elle n'était pas obligée. Hein. On n'est jamais obligé d'accepter les décisions européennes puisqu'on les signe. On les signe, on les vote, on les approuve. Et puis, deuxièmement, il y a eu toute l'offensive après Fukushima contre l'industrie nucléaire. J'étais moi-même 2 ans après Fukushima. C'était quelle année Fukushima 2011. En 2012, j'entre au gouvernement comme ministre d'Industrie et en charge aussi de la filière nucléaire. Et je me retrouve dans un gouvernement d'écologistes, avec des écologistes. Donc évidemment, l'offensive a commencé de plein fouet contre nos outils de production nucléaire. Pas seulement Fessenheim, il était question d'un programme que j'ai refusé d'approuver lorsque j'étais dans mon parti, à l'époque, quand j'adhérais à ce parti dont je ne suis plus membre. À l'époque, je me souviens, nous étions peu nombreux à résister à l'idée qu'il fallait fermer la moitié des réacteurs nucléaires. C'est une décision qui a été prise entre des chefs de parti sur un coin de table, sans aucune réflexion ni analyse. Tout ça est documenté, démontré, prouvé. Je l'ai dit dans la commission d'enquête. J'ai dû parler 3h30 et sous le feu des questions serrées de tous les représentants des groupes parlementaires. De la commission Raphaël Schellenberger et Antoine Armand. Exactement, voilà. C'est celle-là. Oui, j'ai répété à d'autres circonstances. J'ai été convoqué devant 7 commissions d'enquête. Alors, certaines étaient publiques, d'autres pas, mais j'ai toujours dit la même chose. Donc, sur cette affaire du nucléaire, ça a été une lutte interne dans le collège gouvernemental très dure, et à un moment, j'ai décidé, c'était en 2012, peu de temps après mon arrivée, de dire sur une chaîne de grand public, la filière nucléaire est une filière d'avenir, donc on va la préserver. Alors évidemment, le conflit a été ouvert, mais ça m'a permis de bloquer toutes les menées de fermeture des réacteurs, y compris Fessenheim. Tant que j'ai été au gouvernement, Fessenheim, je leur avais dit, on ne mettra pas 8 milliards à la poubelle. Jamais. Parce que c'était 8 milliards. On me demandait d'aller sauver des usines en faillite. En voilà une qui était rentable et neuve, parce qu'on l'avait rénovée de l'intérieur, qui employait 2000 personnes dans la plaine de l'Alsace, et il fallait la fermer. Je leur ai dit, mais vous êtes complètement fous. En plus, elle est amortie. Vous êtes complètement fous. Donc ça a été une lutte au couteau à l'intérieur du gouvernement. Et je dois vous dire que tant que j'étais là, j'ai gagné. Parce que c'était raisonnable. Et c'était de bon sens. Voilà. Donc, la bataille du nucléaire, c'est une bataille politique, c'est une bataille idéologique, c'est une bataille dogmatique. Voilà. C'est une bataille de politique politicienne, malheureusement. Mais bon, on peut les gagner, vous savez, si on prend les moyens de le faire. Avant de continuer dans des sujets macro, notamment sur le prix, la compétitivité et ce qui se passe dans les autres grandes puissances industrielles que vous citez, je peut-être, Bernard Goyer, si vous voulez bien rebondir sur un sujet, je sais qu'un thème qui vous tient à cœur, qui est celui, pour revenir sur la période qu'évoquait Arnaud Montebourg, de cette absence de science pour guider la décision publique, justement, qui fonde aussi tout votre engagement chez PNC. D'abord, je voudrais dire combien je suis d'accord et combien je remercie Arnaud Montebourg de la lucidité, du courage et de l'honnêteté qui ont été les siens. C'est assez rare dans un monde que j'ai fréquenté d'avoir ces qualités. Donc,
Je leur remercie. Ensuite, oui, les dégâts ont été absolument énormes à la suite des errances sur la question nucléaire, ces errances ont été maximum à partir de 2012, mais il y avait déjà des symptômes qui débutaient depuis la fin du XXe siècle, avec la fermeture de Superphénix, avec l'acceptation de la France, qui ne s'est absolument pas défendu son avantage nucléaire dans l'impérative réforme du marché, ou plutôt création du marché de l'électricité européen. Les directives européennes ne faisaient que desservir les intérêts nationaux, et la France n'a pas défendu ses intérêts. Et elle l'aurait dû. D'ailleurs, Arnaud vient de le lire, et je suis 1000 fois d'accord avec lui. Les conséquences ont été extrêmement fâcheuses, bien entendu, parce que nous avions une entreprise intégrée, EDF, qui donnait toute satisfaction, compétitive, à l'avant-garde, et on a cassé cette entreprise au titre d'une idéologie ultralibérale que porte la Commission européenne, et qui a été une catastrophe, avec l'instauration, on le sait, du tarif de l'Arenh, qui a ruiné, enfin en tout cas appauvri considérablement l'électricien, EDF, et qui a servi surtout à enrichir des traders, une spéculation que développent les distributeurs alternatifs d'électricité, comme on les nomme. Alors, bien entendu, là, on arrive enfin à la fin de l'Arenh, qui a été, encore une fois, une mesure catastrophique imposée par l'Europe et acceptée par la France, et le tarif n'ayant pas été revalorisé. Maintenant, il faut penser à l'avenir, et EDF y travaille très sérieusement, d'après tout ce que j'ai pu lire, avec la préparation d'un certain nombre de dispositions permettant à l'industrie française, en particulier aux industries électro-intensives, de bénéficier de contrats de long terme, les contrats d'accès à la production nucléaire, les CAPN, également le consortium Excelsium, qui lui aussi vise à permettre aux industries de production énergivores de rester en France, on l'espère, de s'y installer. Donc tout ça est en cours. Mais je ne serais pas étonné que l'Europe fasse des gros yeux sur toutes ces procédures, et il faudra que la France ait le courage pour imposer que l'on sorte de ce système délirant de prix auquel a fait allusion Arnaud il y a quelques instants, un prix spot, imprévisible, des épisodes de prix négatifs qui ne correspondent à rien, si ce n'est des gaspillages d'installations excessifs de dispositifs de production d'électricité intermittente qui viennent nuire à la rentabilité et même à l'exploitation de notre atout nucléaire. Donc, je pense que ce sera un débat essentiel de la prochaine campagne présidentielle, l'énergie, parce que l'énergie, c'est tout, c'est le pouvoir d'achat, c'est l'industrie, c'est la compétitivité, c'est la production de richesse, la solidarité. Et je souhaite que ce soit un pan essentiel de ce débat qui va conduire à prendre des positions qui seront frontalement opposées à l'idéologie dominante à Bruxelles. Arnaud Montebourg, vous avez déclaré également que le prix de l'électricité en France était 2 fois plus élevé aux États-Unis et 3 fois plus élevé qu'en Chine. Comment aujourd'hui restaurer notre avantage compétitif et, je rebondis sur ce que vient de dire Bernard, faut-il s'affranchir aujourd'hui des mécanismes dits européens de formation des prix ? On n'a pas le choix. Écoutez, l'Europe nous entraîne dans la tombe. On est comme accroché à la falaise qui s'écroule. Qu'est-ce qu'on va devenir ? Donc, si vous voulez, nous, on avait un avantage compétitif. On doit le rétablir. Donc, ça suppose de remettre en cause la directive telle qu'elle a été signée et approuvée. Je dois vous dire que cette directive est hors traité. Elle est ultra vires. Vous savez que dans le traité, puisqu'on parle de traité, qu'il faut respecter le traité, très bien, on va le respecter. Et on va le respecter sur tous les plans. C'est-à-dire que tout ce qui est hors compétence de l'Union européenne, tous les États membres devraient avoir le pouvoir de dire moi, ma souveraineté est atteinte, mes intérêts nationaux sont atteints par cet excès de pouvoir, c'est-à-dire cet empiètement sur nos compétences nationales. L'énergie n'est pas dans parce que les États sont responsables de leur mix énergétique, en plus c'est dans le traité de Lisbonne. Je vous le rappelle. Donc nous n'avons pas à légiférer, l'Europe ne peut pas légiférer hors traité. D'ailleurs, c'est ce qu'elle fait toute la journée. La Commission passe sa vie à ça. Quand Madame van der Leyen va signer avec Trump sur son Golfe
l'humiliation devant le monde entier de l'Union européenne en acceptant des conditions léonines, drastiques et délirantes du président américain, elle le fait hors traité. Elle n'a aucun mandat, aucun pouvoir, mais elle le fait. Et le Parlement entérine et signe. Le Parlement n'a aucun pouvoir de le faire. Donc, est-ce qu'il y a des institutions juridiques en France, comme en Allemagne, tel est le cas du tribunal constitutionnel de Karlsruhe, qui défend la souveraineté du peuple allemand parce qu'elle est constitutionnelle, elle le fait parce que c'est sa constitution, eh bien, nous n'avons pas, nous, l'équivalent de juridictions qui ont compris leur mission de défendre la subsidiarité, en quelque sorte, la répartition des compétences entre l'Union européenne qui n'est pas, j'allais dire, un État, voilà, qui est une délégation de compétences consenties librement, comme on dit d'ailleurs dans le traité, et la souveraineté nationale qui, elle, émane directement du peuple. Et donc ça, ce travail n'est pas fait ni par le Conseil constitutionnel, ni par le Conseil d'État, ni par la Cour de cassation, encore moins par la Cour de justice de l'Union européenne. Donc là, il y a un petit problème. Donc il va falloir mettre de l'ordre là-dedans et faire ce qu'on appelle le contrôle, ultra vires. Je trouve que le Conseil d'État m'a convoqué. Il m'a dit, monsieur le ministre, vous parlez de souveraineté, nous voudrions vous entendre sur ce sujet. C'est le fameux rapport sur la souveraineté du Conseil d'État qui a été publié l'an dernier. Oui, elle n'a pas publié ma note, mais je leur ai fait une conférence. C'est la note qui a été publiée sur la Fondation Respublica. Exactement. Voilà. Je leur ai dit, les amis, je suis désolé, mais c'est vous les auteurs de la perte de souveraineté. Vous refusez de contrôler. Et même quand le Premier ministre, M. Castex, a fait un recours demandant au Conseil d'État d'écarter l'application d'une directive qui avait été prise hors traité pour faire respecter notre souveraineté. Le Conseil d'État, comme Ponce Pilate, s'en est lavé les mains devant la crucifixion, je parle après Pâques, de la souveraineté française. Donc je dois vous dire que, et je leur ai dit, vous verrez, un jour, dans pas longtemps, vous serez rasés, parce que vous allez vous faire raser, parce que vous pouvez pas continuer à nous vendre. En gros, j'aurais dit beaucoup plus poliment que je ne vous le dis à ce micro, vous voyez que ma passion a pris le dessus, mais elle n'est pas inutile. Il n'est pas inutile d'être passionné parfois pour se faire entendre. Et je dois vous dire qu'ils ont été un petit peu perturbés. Mais leur rapport, qui est un rapport à l'eau de rose, où ils repeignent en rose les choses, ne me convient pas du tout. Et donc, je pense que le Conseil d'État est une institution qui pose problème aujourd'hui dans ses orientations juridictionnelles. Je vais vous poser une question peut-être un peu provocatrice. Est-ce qu'on a le pouvoir de dire non à nos créanciers alors aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Pour la situation de la dette publique française. Bah, vous savez, c'est dire non à un créancier. Vous parliez de la d'abord, situation. Ça se fait pas, mais on n'est pas obligé de toujours lui dire oui. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Est-ce que la dette est négociable ? C'est quoi votre question ? Vous parliez des réflexions ministérielles par rapport à des décisions qui auraient un impact sur des marchés. Vous savez que beaucoup de ministres ou autres, même directeurs d'administration, vont vous dire, monsieur le ministre, on peut pas prendre cette décision parce que les marchés peuvent mal réagir ou telle décision n'est pas conforme à nos engagements. Si vous parlez des marges de manœuvre sur la décision budgétaire, nous sommes compromis, ça c'est sûr. Parce que ça coûte trop cher de payer la charge d'intérêt par rapport au désir, par rapport à ce qu'on voudrait faire. Bon, déjà, premièrement. Deuxièmement, l'Union européenne elle-même exerce des atteintes à notre souveraineté. La réforme des retraites telle qu'elle avait été non pas négociée, puisqu'on est passé en force, qui était nécessaire. Mais peut-être ce n'était pas celle-là. Elle a été faite sous injonction et pression de la Commission européenne, etc., etc. Donc, on est en situation de perte de souveraineté, mais sur le terrain énergétique, c'est flagrant. Bernard Accoyer vient de le rappeler, et donc doit être rétabli, redressé. Bernard Accoyer, je me retourne vers vous. L'Arenh, elle a permis aux industriels, d'accéder à une électricité nucléaire à prix régulé, mais pas que, et beaucoup y étaient attachés. Mais ce mécanisme, il a aussi privé EDF de revenus essentiels pour investir dans le renouvellement et l'entretien de son parc. Avec la fin de l'Arenh aujourd'hui, comment concevoir un cadre tarifaire qui va concilier à la fois la compétitivité pour les industriels et la capacité d'EDF à financer les nouveaux réacteurs et ce chantier du siècle, justement ? Je crois que je viens un peu de répondre à votre question, en développant les outils que EDF, et je ne vais pas y revenir, oui, bien sûr, a mis en œuvre, et je crois qu'il faut le saluer,
C'est pas facile de travailler avec un actionnaire unique qui demande tout et son contraire, avec des injonctions contradictoires permanentes. Cette situation est d'ailleurs en elle-même un problème. Non, je crois que nous pourrions peut-être évoquer un autre problème concernant la désindustrialisation et la nécessaire réindustrialisation. C'est celui qui me paraît peser, c'est le poids des procédures, une législation, une réglementation qui rend désormais les grands projets quasiment irréalisables par leur durée, par le nombre des consultations, le nombre des rapports d'innombrables autorités soi-disant indépendantes, mais qui ne sont pas tellement indépendantes. Et tout ça mis bout à bout avec la multiplication de possibilités de recours qui paralyse d'une quelque sorte la volonté de servir l'intérêt général, l'intérêt national, qui est quand même l'aménagement, le développement, la construction de nouvelles usines. Bon, on sait qu'aujourd'hui, c'est devenu quasiment impossible. Finalement, la question qui se pose, c'est peut-on réaliser aujourd'hui une réindustrialisation ou interrompre la désindustrialisation sans changer nos textes? J'ai acquis la conviction que c'est impossible. Et qu'il y a besoin d'un grand coup de balai pour simplifier, supprimer des tas de barrières. Elles sont tellement nombreuses qu'on n'arrive même plus à les dénombrer. Quand une est franchie, il y en a une autre, et puis il y a un recours, et puis il y a des délais. Finalement, en France, on l'a vu depuis quelques années, pour faire quelque chose dans des délais qui soient dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt des citoyens, eh bien, il faut des lois spéciales. Comment a-t-on reconstruit Notre-Dame avec une loi spéciale? Comment se sont déroulés ou préparés et ont pu se tenir les Jeux Olympiques d'hiver avec une loi spéciale? C'est-à-dire que il faut s'asseoir sur une montagne de règlements, une montagne de lois qui sont devenues paralysantes. Et cette paralysie, par définition, il faut la supprimer. Arnaud Montebourg, est-ce que vous êtes en faveur d'un moratoire normatif comme en parle Bernard Accoyer? Non, je suis pas pour un moratoire, je suis pour l'abrogation. Non, mais écoutez, je vais vous dire... les règles multiples, c'est une espèce de maquis urticant. Moi, j'ai construit une usine, je l'ai inaugurée lundi. Vous voyez, je vais vous dire, vous prenez n'importe quel exemple, mais on est au pays de Ubu-Roi. Exemple. Vous devez, si vous avez plus de tant de mètres carrés au toit sur votre bâtiment d'usine, mettre des panneaux photovoltaïques. Obligatoire. Très bien. Bonne idée. D'accord, on va réduire le coût de l'énergie, on va auto-consommer, auto-produire, très bien. Oui, mais si le SDIS, c'est-à-dire les pompiers, décident qu'il ne faut pas le faire, c'est obligatoire de suivre l'avis des pompiers. Donc on est parti pour, appliquer la loi, on fait le 1, puis après, on se retrouve dans la main des pompiers ou du colonel, on ne sait pas si c'est le colonel, c'est le président du SDIS, c'est qui l'expert, et puis le contre-expert, et puis finalement, on ne sait pas. Donc on a nous-mêmes, donc en fait, ce qui est obligatoire est interdit, ou ce qui est interdit devient obligatoire. On ne sait plus. Donc on ne sait pas. Il y a 2000 régime d'autorisation préalable dans tous les domaines. Moi, je pense qu'on pourrait les passer pour les 4/5e en régime, mais c'est une législation assez facile à faire, de déclaration préalable. Puisque maintenant, il faut demander l'autorisation sur tout. Mais à force d'avoir nous-mêmes intériorisé l'idée qu'il faut demander l'autorisation, on n'est plus nous-mêmes en régime libre. On se dit, on n'est plus dans la liberté. C'est-à-dire qu'en fait, il faut demander l'autorisation, mais à qui? Et selon quelles règles? Et qui les interprète? Vous demandez à des avocats, je l'ai été dans ma jeunesse, magistrats ou professeurs de droit, ils vous disent, sur n'importe quelle règle applicable, avec les conflits de règles qu'il y a, on peut arriver à des situations d'interprétation totalement orthogonales. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de sécurité juridique, tellement il y a de règles. Donc, il faut abroger massivement tout ça dans un grand mouvement politique, j'allais dire, au plus haut niveau. Moi, j'ai été sommé par le président de la République de l'époque, dont je tairai le nom, qui m'avait fait l'honneur de me nommer à Bercy. J'ai été sommé de trouver les mesures qu'il fallait pour simplifier. C'était le choc de simplification. Je
Je dis très bien, je demande au préfet, au service extérieur de l'État, remontez-moi tout ce qu'on peut remonter. On trouve 500 mesures. On va en réunion interministérielle. Et là, je dis, moi, je vais y aller, je vais aller défendre. Bien non, vous pouvez pas, monsieur le ministre, parce que le Premier ministre ne siège pas. C'est le conseiller simplification du Premier ministre qui va prendre la décision. Sur l'arbitrage. Je dis, mais quel âge il a, le conseiller machin chouette? Il a 25 ans. Mais il doit être surdiplômé, mais il sait rien. Donc, il sait rien, mais il va décider à notre place. Ça, c'est pas possible. Il dit, non, vous pouvez pas y aller, c'est pas possible. C'est dans les textes du fonctionnement de Matignon, c'est pas possible. Bon, qu'est-ce qu'il est sorti de ça? L'administration s'est réunie entre elles, donc, il y avait que des fonctionnaires des administrations concernées qui représentaient les différents ministères. Donc, moi-même, j'étais représenté par quelqu'un de ce niveau-là, et on s'est retrouvés avec, je vous le donne en mille, sur les 500 mesures que j'ai proposées, combien on en a retenu? 1%. 5. Voilà le résultat. Si vous donnez à l'administration le soin de simplifier l'administration, mais vous n'y arriverez pas. Donc, c'est un mouvement politique qu'il faut assumer du côté Premier ministre, avec un ministre qui s'occupe que de ça, une sorte de ministre d'État qui ferait que ça. Que de la simplification. Donc. C'est pas de la simplification, c'est de l'abrogation qu'il faut faire. Il faut en enlever, et faire confiance à la société, finalement. Ou fixer des normes d'objectifs, au lieu de dire, voilà, vous allez devoir mettre dans tous les appartements des systèmes pour handicapés parce qu'on n'en a pas. Très bien, mais on n'est pas obligé de mettre 100% dans les meubles. Donc, l'objectif, c'est qu'il y en ait suffisamment. Et l'appréciation, elle se fait par les acteurs, par les gens du terrain, les entreprises elles-mêmes, et tout ça. Et absolument, on peut faire confiance aux opérateurs, aux acteurs. On peut aussi se faire confiance dans notre société. C'est ça qui manque. Je sais pas, je délire peut-être. Non, mais je suis d'accord avec ça. Je dis peut-être des bêtises. D'abord, l'expérience qu'Arnaud Montebourg rapportait instructive sur l'ampleur des réformes méthodologiques qui s'imposent. J'y ajouterais la nécessité de travailler avec des études d'impact qui soient sérieuses et une évaluation des politiques qui ont été conduites. L'exemple du nucléaire, s'il y avait une étude d'impact digne de ce nom à l'idée de fermer une partie du parc nucléaire, évidemment, on ne l'aurait jamais fermé et on n'aurait pas remis en cause la dynamique de cette filière dont la remise en marche est lourde, difficile et coûteuse. C'est normal. Ça, c'est un exemple qui montre que les études d'impact sont indispensables. Autre chose indispensable, c'est l'évaluation des politiques. Si on évaluait la politique énergétique que l'Europe a imposée aux États membres et à laquelle la France est en grande partie pliée, puisqu'elle ne s'est pas défendue, en tout cas suffisamment défendue, on verrait que ce sont des centaines de milliards qui ont été gaspillés et qu'on continue de gaspiller sur injonction européenne sans que cela ait été étudié sérieusement. Il y a au niveau national des académies scientifiques qui sont tout à fait aptes à donner leur avis. Il y a même au Parlement l'OPEX qui fait un travail de grande qualité. Nous avons créé le comité d'évaluation et de contrôle qui n'est pas sollicité sur ces questions. Et quand ces instances donnent des avis, ces avis ne sont pas suivis par l'exécutif et les parlementaires ne s'en emparent pas assez. Donc oui, il y a une question de méthodologie indispensable. On ne réindustrialisera pas si on ne remet pas de la logique, de la rationalité, les sciences au cœur des décisions publiques et que l'on substitue aux idéologies et aux préjugés. Il faut substituer aux idéologies et aux préjugés qui ont prévalu dans les prises de décision ruineuses la rationalité, les avis compétents de scientifiques indiscutables. Parce qu'on met beaucoup de droits dans la balance, mais après, derrière, il y a des réalités physiques, notamment sur les systèmes énergétiques. Je rebondis à la réflexion de Bernard Accoyer sur la situation qui s'est passée en Espagne, Arnaud Montebourg, notamment avec ce blackout qui est lieu d'un problème informatique qui en devient, en gérant un système trop complexe, qui en devient un problème technique et qui crée une situation de blackout. Qu'en pensez-vous justement? Comment aujourd'hui on peut retrouver justement ce pilotage scientifique? Est-ce qu'il faudrait par exemple, comme l'a dit Bernard Accoyer, plus se reposer, mais demander à des académies nationales de supporter ou de suivre sous forme d'études d'impact avant et une analyse après?
supporter des études de financement dans les filières d'avenir. Je pense au SGPI ou je pense à des structures connexes qui pourraient plus s'appuyer sur ce type. Et vous avez des avis permanents de l'Académie des sciences, des académies avec les meilleurs scientifiques du pays qui ne sont jamais écoutés. Il y a eu un avis dernièrement sur la politique énergétique qui est sorti de l'Académie des sciences. J'ai jamais entendu parler de ça et qui, pour la première fois, dénonce la programmation pluriannuelle de l'énergie telle qu'elle a été conçue, sur un coin de table encore, sans discussion assez sous la pression des lobbies. Voilà. Et donc ça, c'est un énorme problème. Donc on a tout ça, mais on en fait fi. Donc, nous avons besoin de reconstituer un commun avec, comme le disait le président Accoyer, la science, la contribution des académies, et non pas la science infuse. Mais enfin, elles ont de bonnes chances de pas trop se tromper. Hein, vous savez, quand un garçon comme Yves Bréchet, qui était le commissaire d'énergie atomique, prend la parole sur les SMR, par exemple, la façon dont on a imaginé que devait évoluer le nucléaire sous un petit format. C'est tout à fait séduisant. D'ailleurs, moi-même, je suis tout à fait attaché à ça. Mais on a confié, finalement, ce qui était une politique d'État sur les réacteurs à neutrons rapides qui permettaient de fermer le cycle, c'est-à-dire de réutiliser les déchets de l'uranium qui avait servi dans les centrales PWR, parc. En fait, comment vider la piscine de La Hague, parce que ces déchets, d'abord, contiennent encore beaucoup d'aptitudes énergétiques, peuvent être réutilisés, et pas seulement sous forme de MOX, mais également à travers l'uranium ex-enrichi et déjà utilisé. Il reste 95% d'aptitudes et de capacités énergétiques. Donc, le CEA avait un programme de recherche qui s'appelait Astrid, que moi-même, comme membre du gouvernement, j'ai soutenu à fond et financé à hauteur de 600 millions d'euros. 600 millions d'euros. Je suis parti en 2014, 2019, on a fermé Astrid, on a arrêté. Et puis après, on apprend qu'on va demander à la recherche des start-up privées, financées sur fonds privés, mais aussi sur fonds publics, en éparpillant. Les SMR vont faire des réacteurs à neutrons rapides. On a distribué de l'argent, on a audité après, pour beaucoup de startups. Voilà. Exact. Et donc, on a fait, finalement, faire par le secteur privé, qui est beaucoup moins... d'ailleurs, qui sont des anciens, tous les porteurs de start-up, c'est des anciens d'Astrid, du CEA, bon, qui se sont mis dans le privé, puisque c'est là qu'on leur donnait un nouvel avenir. Puis finalement, on s'est aperçu que, elles n'ont pas de capitaux, deux, que les capitaux, c'est l'argent public, et que si elles réussissent à sortir le réacteur que Astrid était en train de devenir, sous fonds publics et sous taille critique, permettait d'atteindre la taille critique, eh bien, finalement, elle n'avait pas suffisamment d'accès au marché financier, donc ça allait être finalement les grandes majors surcapitalisés aux États-Unis, les Américains en gros, Google et tout le système de la tech américaine, de l'intelligence artificielle, qui avait besoin d'énergie pour leur data center et leur centre de calcul quantique, et donc que c'est eux qui allaient racheter tout ce qu'on avait comme patrimoine scientifique et technologique. Et alors là, comme on s'en aperçoit, puis qu'on s'aperçoit que un certain nombre de startups n'ont pas réussi, ben on dit on va reprendre le programme des réacteurs à neutrons rapides. Et c'est de alors ça s'appelle quoi? C'est de la politique à la petite semaine. C'est le sapeur Camembert au pouvoir, un peu en disant, excusez-moi. Alors on fait un trou, puis on fait un autre trou, et on bouche le trou avec le trou qu'on fait, et ça n'en finit pas. Donc où sont les évaluations, où sont les analyses partagées, où est le Parlement, où est l'OPEX, bref. Je suis fâché que mon pays agisse si mal dans ce secteur-là, mais si on regarde tous les autres, c'est pas mieux. On pourrait dire que tout ça est dans un grand ensemble, comme disait Bernard Coessy, pour revenir aussi à votre préambule, de mécanismes et phénomènes de déresponsabilisation de l'État. Vous êtes bien gentil, je trouve, monsieur. Déresponsabilisation de l'État. Incompétence. Voilà, incompétence. C'est de l'incompétence crasse. C'est comme le fait d'avoir laissé partir la branche énergétique d'Alstom chez les Américains. Je voulais bloquer la vente. J'ai été battu à l'arbitrage dans le salon vert de l'Élysée. OK ?
Bon, c'est un président qui a pris cette décision, c'est pas moi, malheureusement, parce que si j'avais été le président, je peux vous dire, on aurait fait autrement. Et on aurait gardé Alstom. Bon. Et puis, il y avait un collaborateur qui s'appelait Emmanuel Macron, bon, très bien, qui était d'ailleurs pas tout à fait à mon soutien, c'est comme ça, il a fait ses choix, puis après il est devenu président de la République. Bon, donc il a continué la défaisance, puis après, quelques années plus tard, après le discours de Belfort, il s'aperçoit qu'il faut racheter les turbines Arabelle qu'on a vendues. Ah bon? Voilà, c'est quand même, excusez-moi, c'est pas très sérieux, en fait. Finalement. Puis il n'y a pas de vision stratégique, quoi. On fait de la politique industrielle à la petite semaine. Voilà, je suis pas très content, en fait. Je comprends tout à fait, oui. Voilà. Je suis fâché, monsieur. Il y a un mot essentiel que vient de prononcer Arnaud Montebourg, c'est stratégie. Un État stratège, un État qui réfléchit où sont les intérêts du pays à moyen et à long terme. Arnaud parle de petites semaines. Oui, on est dans du court terme parce que un tel dit il faut faire ça, on le fait, mais il n'y a pas de réflexion. Qu'est-ce qui va être utile? De quoi a-t-on besoin? Il faut une stratégie de filière, une stratégie qui tourne autour de ce dont le pays a besoin pour sa souveraineté, pour sa production, pour ne pas se départir de ses joyaux industriels. Il y a évidemment cet exemple particulièrement douloureux qui est celui de la vente de la division énergie Alstom. Mais malheureusement, il y en a bien d'autres parce qu'il n'y a pas cette volonté ni une construction de la procédure de décision gouvernementale qui soit solide, qui soit fondée sur des objectifs évalués, des objectifs réfléchis, des objectifs tenus. C'est une question de volonté politique. Il y a un sujet important, Bernard Accoyer, dans ces filières d'avenir ou même le renouvellement du parc, c'est le sujet du financement. Arnaud Montebourg, vous avez proposé de flécher 5% de l'assurance vie vers le non-coté et de créer un fonds souverain. L'épargne française, qui représente à peu près 6 000 milliards aujourd'hui, si je ne me trompe pas, est-elle aujourd'hui un levier pour la refondation du parc nucléaire, mais également la réindustrialisation et les filières d'avenir au global? Naturellement, savez-vous où part l'épargne des Français, où elle va? Elle finance la tech américaine. Oui, c'est ça. Excusez-moi, non. D'abord, elle peut financer aussi l'industrie française, mais la future tech française. On pourrait décider de le faire. On ne le fait pas. Pour quelle raison? Parce que les collecteurs d'assurance vie ne veulent pas? Parce que les banques ne sont pas d'accord? Donc c'est les banques et les assurances qui décident de la politique de la France? Ça fait 10 ans que je répète cette proposition. J'ai vu des parlementaires lever la main dans les commissions de loi. Ah, je veux le faire, c'est une bonne idée, bravo! Tous les partis politiques. Elles sont où les propositions de loi? Là. Ils sont partis comme, vous savez, une odeur de parfum agréable qui soudain disparaît. Qu'est-ce qui se passe en France? Mais tout ça n'est pas encore un autre problème juridique avec notamment la taxonomie qui extrait certaines industries. Il n'y a aucun problème juridique pour qu'on dise de l'assurance vie. Vous avez, 2500 milliards, vous mettez 5% dans le non-coté, par exemple, dans le non-coté des PME françaises. Voilà, c'est tout. Ça s'appelle du protectionnisme financier, ça c'est sûr. Excusez-moi, dans l'ambiance actuelle, qui s'y opposerait? Voilà, c'est ce que j'ai dit quand j'ai voulu faire le décret qui a pris finalement mon nom, Montebourg, sur l'histoire du blocage d'investissements étrangers indésirables en France, dans les secteurs stratégiques et critiques. On m'a dit, mais c'est impossible, on ne pourra jamais, la commission sera contre, le Conseil d'État. Que veut dire le Conseil d'État? Je dis, qu'est-ce que vous voulez que ça me passe, que dise le Conseil d'État? La commission, c'est l'intérêt national, nous le faisons, on plaidera s'il faut plaider. D'ailleurs, on n'a pas plaidé, ils étaient tous d'accord, finalement. Vous voyez? Donc, vous avez une cohorte de trouillards qui, toute la journée, prennent des décisions ou se piquent d'être capables d'en prendre et qui, finalement, se mettent en travers de choix politiques protecteurs de nos intérêts nationaux. Donc, parfois, il faut avoir le courage de passer outre. Donc là, il y a un truc à faire qui est fondamental. Pour réindustrialiser, il faudrait 30 milliards par an d'investissements productifs supplémentaires. Aujourd'hui, l'industrie française produit, l'économie française investit environ 90 milliards d'investissements de productivité, investissements de capacité. Il faut rajouter 30 milliards sur 10 ans, ça fait 300 milliards. Sur 10 ans, on les a. Mais il faut organiser les tuyaux. Les banques ne font pas leur travail, ne financent pas l'économie et l'industrie française, l'agriculture encore moins.
D'ailleurs, on se demande ce qu'elles font, parce qu'elles gagnent beaucoup d'argent. Moi, je préférerais avoir un pays où le secteur bancaire est un peu moins florissant, avec des profits insolents. Tant mieux, s'ils gagnent leur vie. Mais c'est le problème du contraste. Avec une économie qui s'affaiblit, vous allez en Allemagne, en Italie, ils ont un secteur bancaire qui est beaucoup moins florissant, mais avec une économie archi-robuste. Pourquoi ? Parce que les banques sont au service de l'économie. Là, c'est l'économie qui est au service des banques et des assurances, et même la politique. Si bien compris. Et qui servent un système de PME et un tissu de TI qui permet d'irriguer aussi un bassin de sous-traitance industrielle. Voilà, c'est pas le cas. Mais tout ça demande beaucoup de temps, une vision à long terme. Non, mais ça demande du temps, mais il faut déjà le décider avant d'en mesurer les conséquences. On l'a même pas décidé. Et la question, ça va être l'objet, parce que vous avez proposé un État en mode projet, une équipe, pas de règles. Cette méthode est-elle crédible à grande échelle? Et quid de l'objet, que ce soit un fonds souverain, peu importe l'instrument qui pourrait exécuter cette planification, très clairement, et ce financement? Je vois pas le problème. Excusez-moi, si vous mettez les hommes capables de le faire, qui ont les compétences, la modestie aussi, l'humilité pour dire là je vais me tromper, attention, comment on fait. Je pense qu'on peut franchement y arriver. C'est comme ça que les anciens ont fait après la guerre. Ils sont retroussés les manches. Ils ont monté un système financier qui permettait de financer la reconstruction. Et on l'a financé, avec notre sueur. Alors de quoi on parle là? Merci en tout cas, merci Bernard Accoyer. On va désormais passer aux questions de la boîte à questions, qui sont les questions que vous nous avez posées. Alors, première question. Messieurs, le retard pris sur le nouveau nucléaire et le mécanisme européen du merit order handicape aujourd'hui notre industrie. La France devrait-elle, sur le modèle ibérique, demander une dérogation de calcul du prix de l'électricité? Qu'en pensez-vous, messieurs? Pas moi. Évidemment, on ne peut pas continuer avec un système qui est d'abord fondé sur une ineptie. Il ne peut pas y avoir un marché de l'électricité alors que le bien considéré n'est pas stockable. Donc on est en dehors de toute cette logique. C'est une commodité, c'est essentiel pour la souveraineté des États membres et la politique énergétique européenne doit être revue profondément et les directives sur l'électricité complètement réformées. On ne peut pas continuer comme ça. Sinon, on va tuer complètement l'avantage nucléaire français, qui encore, en particulier ces temps-ci, avec la crise actuelle liée à la guerre en Iran, montre que nous avons encore cet avantage, même s'il n'est pas ce qu'il aurait dû rester, il est encore là. Et c'est pour la raison pour laquelle il faut réactiver cet avantage nucléaire, qu'il faut y consacrer les moyens indispensables, sachant que c'est cher. Pourquoi c'est cher? Parce qu'il y a eu un gaspillage qui n'a pas été sanctionné à la suite de décisions politiques qui n'ont pas été sanctionnées. Vous pouvez finalement en France prendre des décisions politiques qui vont coûter des centaines, peut-être des milliers de milliards, et puis continuer à vous promener dans la rue et voir être à nouveau candidat à je ne sais quelle élection ou siéger dans je ne sais quelle commission de contrôle et y fanfaronner. Ça peut plus durer. Et c'est la raison aussi pour laquelle les Français, et je le regrette profondément, ont une confiance qui devient de plus en plus restreinte en direction des politiques. C'est une question encore de logique, de volonté politique, de courage national, parce qu'il y a aussi des charges qui relèvent de décisions nationales. On ne peut plus continuer avec une fiscalité sur la production qui soit aussi lourde. Donc, il y a des arbitrages qui seront probablement impopulaires. On ne peut pas continuer non plus à pénaliser l'investissement ou les familles qui investissent ou les transmissions d'entreprises. Tout cela, nos concurrents l'ont bien compris et ne sont pas dans cette politique de destruction du patrimoine industriel qui a accéléré et qui accélère encore notre désindustrialisation. Donc oui, il faut, comme le dit Arnaud, tout mettre sur la table, trouver, et ça va être une question extrêmement difficile, la volonté, le courage, les hommes, les femmes, et puis affronter les difficultés nationales et européennes. Et un courage, en tout cas, qui sera nécessaire pour quelque chose qui va être important et dont on ne parle pas assez, c'est aussi cette inscription, on pourrait dire que ce soit dérivé des traités, mais en tout cas, le faire inscrire, c'est un principe de neutralité technologique inscrit dans le droit européen. Neutralité technologique. Alors ça, c'est les réformes que l'on doit imposer et obtenir de Bruxelles, parce que c'est au nom des traités que nous devons les obtenir. Bruxelles ne respecte pas les traités sur la neutralité technologique, sur la responsabilité des États membres vis-à-vis de leur mix, donc ils peuvent déverser leurs excédents de production électrique s'ils perturbent profondément les systèmes nationaux.
Et on devrait aussi tirer les conclusions du blackout ibérique. Il y a quelque chose qui est apparu dans la presse médicale, dont on ne m'a pas beaucoup parlé, c'est le nombre de morts d'un blackout électrique. En Espagne, il a été chiffré à 147. Si vous additionnez le Portugal, ça doit tourner autour de 180. Donc, 180 pour la péninsule ibérique. Et tout ça par des décisions politiques idéologiques qui ont privé le système électrique espagnol des moyens d'une stabilité en fréquence, en tension, et donc le système s'est effondré. Il a failli s'effondrer à nouveau, hein. Et tout ça parce qu'il y a des lobbies, il y a une idéologie qui a voulu, au-delà du nécessaire, développer des énergies intermittentes et pénaliser par dogmatisme, peut-être aussi par intérêt, le nucléaire. Je veux ajouter un point. Nous avons une responsabilité, nous, la France, parce que nous sommes le centre de l'Europe. Donc, quand on produit l'électricité, en fait, on est au centre. Donc, on est le réceptacle et on est l'émetteur, hein, de capacité électrique. Donc, nous sommes le pivot technique du marché européen. Mais nous sommes le grand perdant économique. Donc, il y a un moment, faut leur dire, écoutez, débrouillez-vous, hein. Moi, c'est la mienne, l'électricité. Je vais vous la donner. Et là, je vais vous dire, vous allez voir, la dérivée va changer de signe. Oui. Hein? Donc, on est en position de force pour renégocier tout ce bazar. Et Arnaud a particulièrement raison, en raison du projet de paquet réseau européen qui serait une catastrophe s'il était adopté tel quel. Là, c'en serait fini notre avantage nucléaire. Donc, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce point. Messieurs, seconde question. Le principe de précaution inscrit dans la Constitution est-il aujourd'hui devenu un frein à la réindustrialisation ou le redéploiement de grands projets industriels? Qu'en pensez-vous? Moi, je ne le pense pas. Je pense que le principe de précaution, c'est pas j'ai peur, j'arrête tout. Le principe de précaution, c'est il y a un doute, on vérifie et on le lève. Bon, mais on l'a interprété de façon négative et abusive. Donc, le principe de précaution, en soi, moi, je l'ai voté. Bon, peut-être j'ai fait une erreur, je ne crois pas. Il est très mal interprété, en fait, et il l'est d'une mauvaise manière. Donc, faut corriger ça. C'est pas anormal qu'on prenne des précautions. Mais il faut l'équilibrer par d'autres principes. L'innovation, le risque. Une société qui a peur de tout, c'est une société qui meurt. Hein. Bon, une société qui prend des risques, alors peut-être qu'on aura un désaccord avec le président Accoyer. Moi, une société qui prend des risques, c'est une société d'audace, c'est l'avenir. Voilà. Donc la France a peur de tout. Elle a peur de tout, elle fera rien, elle mourra. Si elle prend des risques, elle est audacieuse, elle se lance, elle ne craint jamais rien, eh bien, elle survivra. Je crois que c'était une erreur d'adopter le principe de précaution en raison de ce que vient de dire Arnaud, c'est-à-dire son interprétation. On confond tout avec le principe de précaution et en particulier la prévention. On le met à toutes les sauces. Je regrette, moi aussi je l'ai voté, je le regrette, c'était une erreur. J'ai assisté à la volonté du président Chirac de le mettre dans la Constitution. Le président Chirac avait été marabouté par Nicolas Hulot, dont on connaît les connaissances scientifiques. Et finalement, il nous l'a imposé. Un certain nombre d'entre nous, et j'en étais, avaient montré nos positions, mais je reconnais que, in fine, c'est une erreur pour deux raisons. Parce qu'il est surinterprété et qui paralyse l'audace, qui paralyse les sauts technologiques qui sont indispensables en matière de progrès technologique en particulier, et notamment dans les biotech et dans la pharmacie. Et en plus, le principe de précaution, c'est déjà une directive européenne et c'était déjà dans la loi Barnier. Donc, on n'est pas besoin de mettre au niveau constitutionnel. À partir du moment où il était dans le niveau constitutionnel, il a exercé un effet dissuasif, effectivement, sur l'audace et le courage. Merci, messieurs. Dernière question de la boîte à questions. La filière nucléaire annonce aujourd'hui des dizaines de milliers de recrutements dans les prochaines années pour construire de nouveaux réacteurs. Or, les compétences se sont érodées et les filières techniques peinent à attirer aujourd'hui. Sommes-nous en train de lancer un programme industriel sans les bras pour le réaliser? Qu'en pensez-vous? Il se trouve que je suis l'un des fondateurs d'une entreprise équipementière de la filière nucléaire qui maintenant commence à avoir un peu une belle taille. C'est Alfeor. Et j'en suis le président du conseil et actionnaire parce que j'y crois. Et donc, c'est une entreprise qui a 40 millions de chiffre d'affaires et 220 personnes, 230 personnes maintenant. Donc, nous, on constate quoi sur le terrain de la filière?
D'abord que le désir de groupement existe, que l'investissement commence à revenir, que le système bancaire s'est modifié et commence à prêter à nouveau, que le recrutement redevient attractif et que les grands donneurs d'ordre suivent maintenant, et on peut remercier Bernard Fontana, le patron de Framatome, qui est maintenant devenu le patron d'EDF, va initier et inspirer des politiques industrielles, c'est-à-dire pas seulement de l'achat. Vous achetez le moins cher possible, vous prenez le prix mondial. Vous faites une politique industrielle, vous dites, bon, je prends en compte le fait que si j'achète en France, je vais avoir un outil industriel qui va se prolonger pour la durée de tout mon programme, donc j'aurai un approvisionnement sûr, fiable, de qualité, et ça passe par un prix un peu différent. Donc ça, ce sont les mutations de la filière, on ne peut que s'en réjouir. Eh bien, merci messieurs. Nous allons désormais passer aux questions du chat. Donc, nous attendons aux questions en direct et je vois qu'il y a beaucoup de questions. Donc, première question. Quelle serait, messieurs, la première mesure réglementaire à supprimer, selon vous, pour accélérer les implantations industrielles? Qu'en pensez-vous? Alors, moi, je proposerais, sous le contrôle de Bernard Accoyer, moi, je proposerais que le permis de construire, les enquêtes environnementales, les enquêtes de toute nature, soient dans un seul document, limité par un délai de 3 mois. On fait tout en 3 mois. Voilà. Et que si l'administration dépasse le délai, c'est réputé favorable. Voilà. Comme ça, on va avancer. Hein. Alors, peut-être que 3 mois, c'est excessif, ça peut être 6, tout ça est discuté. Mais je proposerais une fusion de l'ensemble des procédures d'autorisation et dans un seul document, en 6 mois, on aurait purgé beaucoup de choses. Deuxièmement, les recours. La plupart des recours contre les logements, je parle même pas d'usines, je parle des logements, etc., sont des recours vénaux. C'est-à-dire qui visent à obtenir une indemnité, puisque le ralentissement... par exemple, un promoteur, il vous dit, moi, moi, j'ai à peu près, qui fait 20-30 millions de chiffres d'affaires, il vous dit, moi, j'ai à peu près 1 million par an de dédommagement de gens qui font des recours bidons. Mais je suis obligé, parce que sinon, la banque me prête pas, parce qu'elle attend la fin du recours. Donc, moi, je crois qu'il faut mettre fin à ça. C'est-à-dire que quand il y a une présomption de non-sérieux, ou alors réduire les recours en très peu de temps et les rendre inefficients et faire un filtre, surtout sur le droit de l'urbanisme. Voilà. Par ailleurs, si on veut dynamiser l'économie de la construction, je pense que la question des permis de construire entre les mains des maires est posée dans les zones tendues. Parce que vous avez les villes de droite qui veulent pas de gens pauvres, les villes de gauche qui veulent pas de gens riches, et puis les écologistes qui veulent personne. Donc, en fait, vous avez aujourd'hui une raréfaction du logement à cause de ça. Donc, la décentralisation a échoué. Donc, moi, je suis pour qu'on redonne les permis de construire au préfet dans toutes les zones tendues de France en attendant. Et on verra. Vous allez voir, on va recommencer à construire. Je passe à la question suivante, messieurs. Quels sont les indicateurs clés que vous suivez chacun d'entre vous pour mesurer la réindustrialisation, investissement, emploi, productivité, balance commerciale? Oh, je lis la presse et la presse spécialisée et je constate que le mouvement de désindustrialisation se poursuit, que les mesures prises pour relancer tel ou tel secteur se heurtent à une multitude d'obstacles, notamment Arnaud vient d'en énoncer quelques-uns qu'il faudrait supprimer. Et ça ne fait que me conforter dans le besoin que je vais qualifier d'une manière un petit peu grivoise d'un grand coup de balai réglementaire. Comme disait Woody Allen, la réponse est oui, mais quelle était la question? C'était votre manière méthodologique d'identifier les indicateurs clés selon vous de la performance industrielle. Je lis l'usine nouvelle. C'est une page de publicité. Autre question, messieurs. Quels sont selon vous les atouts français et donc les secteurs où la France a le plus de potentiel de réindustrialisation à l'horizon 2030 ou 2035? Je crois beaucoup dans l'agriculture.
Il n'y a pas d'argent qui s'investit dans l'agriculture, donc il faut moderniser les modèles, attirer les financements. Je pense que la tech, on a du retard. Dans l'intelligence artificielle, les Américains investissent 42% de la totalité des investissements dans l'intelligence artificielle, la Chine 30%, et l'Europe 7%. Vous voyez où nous en sommes. Donc là, on est en train de disparaître. Et si vous ne maîtrisez pas la technologie, c'est comme si finalement, nous allons finir colonisés, c'est-à-dire que coloniser physiquement, parce que nous n'aurons plus les moyens de nous défendre. Tous les armements aujourd'hui européens sont sous tech américaine. Faut le savoir. Donc en fait, on a besoin d'investir dans la tech. Et là, on n'est pas au niveau. Donc ça, c'est le secteur pour. C'est un peu comme l'énergie. L'énergie, c'est la sève de l'économie. Mais la tech, c'est l'intelligence de toutes les autres industries. J'ajouterais la formation. Mieux rétribuer les profs de maths, les sciences, les technologies. On a une évolution extrêmement préoccupante de ce côté-là. Et bien entendu, la santé et la défense. Autre question, messieurs, ne pensez-vous pas qu'il faille introduire des critères protectionnistes dans l'attribution des marchés, dans l'attribution des marchés ou d'autres appels d'offres publics, et également les subventions publiques? Notamment, c'est une question qui parlait des véhicules électriques ou des pompes à chaleur. Qu'en pensez-vous? Totalement engagé. Je viens de signer une proposition de référendum constitutionnel sur le sujet, qui est paru, je l'ai co-signé avec Marcel Gaucher, Jean-Louis Borloo, Natacha Polony, Pierre Gattaz, donc ça fait du monde très disparate, qui est d'accord sur cette stratégie. Très pertinent, effectivement, qui explique que de réserver un critère européen au marché public desservirait la France. C'est un peu ce qui est écrit dans la tribune. Voilà. Avant-dernière question, messieurs, le problème n'est-il pas surtout, selon vous, celui d'une centralisation française excessive avec une, je cite la question avec des guillemets, élite hors sol n'ayant jamais mis les pieds dans une entreprise? Comment changer cette donne? C'est un problème culturel. Hein. C'est vrai que l'entreprise est un peu méprisée, malheureusement, dans notre vision collective, culturelle. C'est bizarre, parce que c'est notre pain quotidien. C'est ce qui nous fait vivre. Donc c'est absurde. Donc l'entreprise, excusez-moi, dans la politique, tout est destructif et conflictuel. Dans l'entreprise, tout est rassembleur et consensuel, parce qu'on se met d'accord. Ceux qui ne sont pas d'accord, ils s'en vont. Et, en politique, vous avez des types qui ne sont jamais d'accord, qui vous emmerdent du matin au soir. J'ajouterais une formation économique et un stage en entreprise seraient bienvenus pour les élus. Et dernière question avec... Et la technocratie. J'aurais dû coupler la première, mais pour quelles raisons, selon vous, surtout les industriels français et européens de manière générale, sont-ils si peu entendus par les gouvernements successifs comme les institutions européennes? Ça reste un mystère. Je suis incapable de répondre à cette question. Peut-être que Bernard a une idée. Je pense que les institutions européennes sont très très loin du terrain et que politiquement, les institutions européennes sont très influencées par les lobbies qui sont innombrables à Bruxelles. C'est une question qui mériterait quand même d'être fouillée beaucoup plus qu'elle ne l'a été. Et également par une forme de militantisme écologique intégriste qui veut écarter des tas de mesures et de produits et de filières dont on a un besoin vital. Eh bien, cher Arnaud Montebourg, cher Bernard Accoyer, messieurs, encore merci d'avoir été avec nous. Merci pour ces échanges. Avant de nous quitter, un mot sur la suite et notre prochain webinaire, qui sera un rendez-vous un peu spécial à l'occasion du Nuclear Day, qui sera le mardi 5 mai à 14h en direct de Saint-Étienne. Ce webinaire spécial sera consacré aux enjeux de formation et aux compétences dont la filière nucléaire a besoin pour relever le défi du renouvellement du parc. Nous serons accueillis par l'IRUP et l'ISTP, qui constituent aujourd'hui le premier pôle de formation française en alternance pour le nucléaire civil et qui répondent directement aux nombreux enjeux et besoins urgents de la filière. Nous aurons le plaisir d'y échanger à nouveau en compagnie du professeur Yves Bréchet, que vous avez cité, Arnaud Montebourg, qui sera rejoint par la journaliste Natacha Polony et de notre hôte qui sera Cyril Faure, qui est le directeur général de l'ISTP, qui aura le plaisir de nous accueillir. Encore merci pour votre présence, bonne soirée et à très bientôt.